Bonsoir mes amis. Avant que nous ne plongions dans les brumes de cette enquête des plus troublantes, permettez à votre humble serviteur, Hercule Poirot, de vous adresser une invitation sincère. D'où que vous regardiez, que vous soyez assis confortablement dans un salon feutré ou lové sous les draps d'un lit chaleureux. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville ou pays suivez-vous ce mystère, car dans chaque enquête, connaître ses compagnons d'observation est une pièce essentielle du puzzle. La lune de cire s'élevait lentement au-dessus des collines de Saint-Cyr-sur-Mer, enveloppant le village d'une lueur étrange et immobile. Le vent, presque imperceptible, faisait frissonner les branches du vieux chêne au centre de la place, tandis qu'un silence anormal régnait dans les ruelles pavées. Dans la villa des Coquelicots, un cri aigu fendit la nuit, brisant la quiétude de ce décor figé comme un tableau. Madame Élise Duvivier, domestique depuis plus de 30 ans, fut la première à accourir, tenant une lanterne tremblante à la main. Dans la chambre principale, éclairée par une chandelle vacillante, elle découvrit le corps inerte de M. Henri Lambert, riche collectionneur de montres anciennes. Le visage du défunt était tourné vers la fenêtre grande ouverte, les yeux fixés sur la lune, comme figés d'horreur. Une pendule renversée reposait sur le sol, arrêtée précisément à minuit moins 1, et un parfum d'encens semblait flotter dans l'air. Les volets claquèrent brusquement dans un courant d'air soudain, faisant sursauter Madame Duvivier, qui laissa échapper un sanglot étranglé. À cet instant précis, un fiacre noir s'arrêta devant la demeure. Hercule Poirot venait d'arriver à Saint-Cyr-sur-Mer, appelé d'urgence par la police locale. Poirot descendit du fiacre avec une lenteur mesurée, prenant soin de redresser le col de son manteau avant de saluer le gendarme. À l'entrée de la villa, « Bonsoir, messieurs, je suis Hercule Poirot. On m'a dit qu'un meurtre s'était déroulé sous des circonstances, disons, particulièrement étranges. » Le capitaine de gendarmerie, Marcel Lemoine, le salua avec une certaine nervosité mêlée de soulagement. « Monsieur Poirot, nous ne savons plus quoi penser. Le docteur parle d'un arrêt cardiaque. Mais ce regard... » Poirot leva un sourcil soigné, puis pénétra dans la demeure, observant immédiatement chaque détail avec la minutie qui faisait sa réputation. Dans le salon, un fauteuil portait encore l'empreinte d'un corps assis récemment, et une tasse de thé fumait encore légèrement sur une table en marbre. On dirait que quelqu'un a quitté la pièce à la hâte, ou qu'il était attendu, murmura Poirot, effleurant la porcelaine avec son mouchoir immaculé. En montant les escaliers menant à l'étage, il interrogea. « Qui a découvert le corps en premier ?»« La domestique, Élise Duvivier. » répondit le capitaine, dans la chambre. Poirot resta immobile plusieurs secondes, observant le corps, la fenêtre, la position des objets, et surtout l'horloge figée. « Il ne faut jamais sous-estimer les silences d'une scène de crime, mon ami, » dit-il doucement, s'adressant autant à lui-même qu'au gendarme à ses côtés. Hercule Poirot se pencha lentement vers l'horloge tombée, au sol, ses yeux suivant la ligne du boîtier, fêlée jusqu'à l'aiguille, figée à minuit moins 1. Il la ramassa délicatement avec son mouchoir en lin et la tourna entre ses doigts, notant une fine trace de cire séchée sur le verre protecteur. Curieux, n'est-ce pas, capitaine? Une pendule arrêtée, mais non brisée, comme si quelqu'un voulait précisément signaler l'heure sans déranger le mécanisme.
Le capitaine Lemoine fronça les sourcils, regardant la scène à travers une perspective nouvelle, influencé par l'intuition du détective belge Poirot, se releva avec grâce, balayant la pièce du regard. Il s'attarda sur la commode, où un coffret à bijoux était entrouvert, bien que rien ne semble en désordre. « Avez-vous remarqué, capitaine, que tout dans cette chambre semble mis en scène, comme si nous étions des spectateurs invités à contempler un drame soigneusement orchestré ?» Il s'approcha de la fenêtre ouverte, la brise nocturne caressant doucement son visage, apportant avec elle une odeur indistincte de cire fondue et de roses fanées. Sur le rebord, il observa une empreinte à peine visible, un talon fin, possiblement féminin, indiquant que quelqu'un s'était tenu là récemment. « Il faut que je parle à Élise Duvivier, immédiatement, » et déclara Poirot avec calme, mais une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. Élise Duvivier était assise dans la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café noir, le regard perdu dans les flammes du vieux poêle à bois. Elle leva les yeux en voyant entrer Poirot, dont la silhouette soignée imposait à la fois respect et curiosité, même dans une maison endeuillée, mademoiselle Duvivier, dit-il en s'asseyant en face d'elle. « J'aimerais que vous me racontiez ce que vous avez vu, sans rien omettre, même les détails les plus étranges. » Elle hocha la tête lentement, les larmes lui montant aux yeux, puis inspira profondément, avant de commencer son récit, sa voix tremblant légèrement. Il était un peu plus de 11 heures. Monsieur Lambert était monté dans sa chambre, comme chaque soir. Je préparais son infusion, quand j'ai entendu ce cri. Un cri, monsieur. Pas un cri de douleur, non. Plutôt un cri de surprise, court, aigu, puis le silence. Elle posa sa tasse avec précaution sur la table Poirot, pencha la tête, et ensuite, je suis monté en courant. La porte était entr'ouverte, et je l'ai vu. Il regardait la lune, monsieur Poirot, les yeux grands ouverts. Elle se mit à pleurer doucement, mais Poirot ne détourna pas les yeux, car ce fut à cet instant qu'elle murmura. Et il y avait un parfum, comme de la cire chaude, et quelque chose d'amer. Le détective se leva, tapotant légèrement son gilet. « Merci, mademoiselle. Votre témoignage confirme ce que je soupçonnais. Ce meurtre n'a rien de spontané, il est cérémoniel. » Le lendemain matin, Poirot se leva avant l'aube, profitant du silence matinal, pour observer les alentours de la villa des Coquelicots, sous une lumière bleutée. Il marchait lentement dans le jardin arrière, ses chaussures, laissant à peine une trace sur la rosée, encore fraîche, ses moustaches impeccablement brossées. Son regard fut attiré par un banc de pierre, près de la serre abandonnée. Un mouchoir brodé y reposait, taché d'une substance cireuse, jaune pâle. Il le ramassa avec précaution, notant les initiales AM, délicatement cousues en fil doré, un détail qu'il garda immédiatement pour lui. En revenant vers la maison, le capitaine Lemoine l'attendait avec un air préoccupé. « Monsieur Poirot, un témoin vient de se présenter. » Ils firent entrer une jeune femme dans le salon, vêtue d'un manteau sombre et d'un chapeau voilé. Elle semblait hésitante, nerveuse. « Je m'appelle Adèle Marchand, » dit-elle enfin, la voix faible. « J'étais proche de monsieur Lambert. Je suis venu hier soir, vers 11 heures. » Elle expliqua qu'Henri Lambert l'avait convié pour lui remettre quelque chose d'important. Il disait qu'il voulait se libérer d'un secret, qu'il en avait assez de cette ombre. Poirot croisa les mains derrière le dos
l'écoutant attentivement, puis demanda d'une voix posée « Et l'avez-vous reçu, ce secret, mademoiselle Marchand, ou quelqu'un s'est-il assuré que vous ne l'obtiendriez jamais ?» Après le départ d'Adèle Marchand, Poirot retourna à l'étage accompagné du capitaine Lemoine, désireux d'inspecter de nouveau la chambre du défunt. Il demanda à ce que personne ne l'ait touché depuis la veille. Une scène de crime est comme une énigme figée dans le temps, expliqua-t-il doucement. En examinant la pièce, ses yeux furent attirés par un détail que peu auraient remarqué. Une clé dorée, accrochée à un clou derrière un tableau légèrement déplacé. Il la prit entre ses doigts, notant sa forme ancienne, légèrement oxydée, mais dont les dents précises évoquaient une serrure bien spécifique. « Capitaine, cette clé ne correspond à aucune serrure visible ici. Et pourtant, M. Lambert la conservait cachée, comme s'il craignait qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Le moine fit venir un serrurier du village, et après plusieurs essais infructueux, la clé finit par tourner dans une serrure dissimulée derrière l'armoire, encastrée. Une porte s'ouvrit, révélant une petite pièce obscure, tapissée de vieux rideaux, contenant une seule chaise, une table et plusieurs cartons, empilés couverts de poussière. Poirot s'avança, alluma sa lampe de poche et ouvrit l'un des cartons. À l'intérieur, Hercule Poirot gravit de nouveau les escaliers de la villa des Coquelicots, son esprit travaillant en silence, méthodiquement, tel un horloger remontant un mécanisme délicat. Il savait, par longue expérience, que les détails que l'on néglige en apparence recèlent souvent la vérité la plus tranchante. La chambre du défunt l'appelait de nouveau, et cette fois, il ne souhaitait pas la revoir avec les yeux de la surprise, mais avec ceux de l'ordre, de la géométrie et de la logique. Dès son entrée, il marqua une pause prolongée, s'imprégnant de l'atmosphère pesante de la pièce. Rien n'avait bougé depuis la veille, ou du moins, rien que l'œil d'un amateur eût perçu. Il approcha lentement du mur, orné d'un grand tableau, représentant une scène maritime, et son attention se fixa sur une irrégularité infime. Le cadre semblait avoir été remis en place, à la hâte. Il le retira doucement et découvrit, suspendu à un clou, une clé ancienne, à la teinte dorée, ternie par le temps. Poirot observa l'objet d'un œil attentif, faisant tournoyer la clé entre ses doigts gantés. Elle n'était ni décorative, ni adaptée à une porte moderne. Son design finement ciselé indiquait qu'elle avait été fabriquée pour une serrure spécifique et précieuse. « Capitaine Lemoine, auriez-vous la bonté de m'indiquer toute pièce de la maison qui vous semblerait verrouillée depuis longtemps, voire oubliée ?» demanda Poirot en montrant la clé. Le capitaine secoua la tête, avouant n'avoir connaissance d'aucun tel endroit. Refusant de se satisfaire de cette réponse, Poirot examina chaque pan de mur à la recherche d'anomalies. Il déplaça un grand meuble encastré, découvrant une rainure dans le bois et une poignée discrète. En y insérant la clé, il entendit un déclic net et clair. La cloison s'ouvrit lentement, révélant une petite pièce dissimulée, exempte de lumière naturelle, comme si elle avait été bâtie pour cacher plutôt que contenir. L'air y était sec, et une odeur de papier ancien s'en dégageait, mêlée à celle du bois ciré et du silence. À l'intérieur, une chaise en rotin vieilli faisait face à une table de noyer. Plusieurs cartons, empilés couverts de poussière, s'alignaient le long du mur du fond. Sur les étagères,
Poirot distingua un carnet de cuir épais, une lampe à huile à demi remplie et des piles de lettres liées par des rubans désormais ternes. Il avança, alluma sa propre lampe électrique et s'agenouilla devant l'un des cartons, ouvrant le couvercle avec une délicatesse presque rituelle. À sa grande surprise, le contenu n'était pas anodin. Une centaine de lettres, datées entre 1893 et 1910, soigneusement numérotées, annotées et signées des initiales H.L. Certaines portaient l'entête d'une institution psychiatrique disparue. D'autres étaient rédigées en allemand ou en italien. L'une d'elles attira immédiatement son attention, à ne jamais transmettre à Adèle, pour sa sécurité. L'écriture semblait appartenir à Henri Lambert lui-même, et les mots étaient tracés avec fébrilité, comme dans un dernier effort de conscience. Le capitaine Lemoine, qui observait en silence, murmura « Que pouvons-nous conclure de tout ceci, monsieur Poirot? Était-il fou ?» Poirot secoua lentement la tête, puis déclara « Non, capitaine, ce n'était pas un délire, mais une dissimulation. Monsieur Lambert vivait dans la peur, pas de la folie, mais de la vérité. Une vérité qui, visiblement, remonte à plusieurs décennies et qui avait assez de poids pour justifier un meurtre aussi soigneusement orchestré. » Il se releva, tenant le carnet de cuir contre lui. Chaque page renfermait des dessins étranges, des symboles ésotériques et des noms de femmes rayés un à l'encre noire. « Capitaine, cette pièce était son sanctuaire de honte et de secret. Quelqu'un a dû découvrir son existence et craindre que les confidences de monsieur Lambert ne s'échappent. C'est ici, dans cette chambre scellée, que se trouve la véritable clé du crime. » Avant de sortir de la pièce, Poirot se retourna une dernière fois, regardant l'ombre du meuble qui venait de dissimuler cette vérité pendant tant d'années. Rien n'est plus parlant que ce que l'on cache volontairement, mon ami. Et je vous le dis, le passé ne dort jamais paisiblement. Il attend que quelqu'un ose tourner la clé. De retour dans le salon principal, Hercule Poirot s'installa, dans un fauteuil en velours bordeaux, le carnet de cuir posé sur ses genoux. Il le tenait avec précaution, comme un objet sacré, et en feuilletait les pages avec lenteur. À chaque ligne, son visage se crispait légèrement, trahissant une agitation intérieure rare chez lui. Les noms inscrits dans ce journal semblaient en former une liste. Agathe Morel, Béatrice Néry, Colette Marois, tout suivi d'un étrange symbole barré et de date. Il s'arrêta sur une double page où un croquis avait été dessiné à la main. Il représentait une pièce circulaire, ornée de bougies, avec un miroir ancien au centre. Autour de ce miroir étaient notés les mots. Seul le reflet montre la vérité que la mémoire tait. Poirot murmura cette phrase à voix basse, les sourcils froncés. Le capitaine Lemoine, debout près de la cheminée, s'approcha pour regarder par-dessus son épaule. Mais Poirot referma doucement le carnet. « Capitaine, avez-vous connaissance d'un miroir ancien dans cette maison, un objet auquel monsieur Lambert aurait accordé une attention particulière ?» Le moine réfléchit, puis répondit « Il y a bien celui du grenier. On dit qu'il appartenait à sa grand-mère. Personne ne monte là-haut depuis des années. » Poirot se leva aussitôt, son regard brillant de détermination. « Allons-y. Il se pourrait que notre assassin ait oublié que la vérité laisse toujours une trace, même dans le verre. » Ils montèrent au grenier par un escalier étroit
et grinçant, jusqu'à une trappe qui débouchait sur une pièce vaste, plongée dans la pénombre. L'air y était sec, chargé de poussière et de souvenirs figés dans le silence. À l'autre bout de la pièce, sous un drap jauni par le temps, se tenait un grand miroir à cadre doré, magnifiquement sculpté, bien que terni par les ans. Poirot avança lentement, retira le drap et contempla le miroir comme s'il attendait qu'il lui parle. « Voilà donc le témoin muet de cette affaire, » dit-il. Il passa un mouchoir blanc sur la surface ternie, révélant un éclat étrange dans le verre, comme si quelque chose y avait été collé, puis arraché. Il inclina la lumière de sa lampe. Là, dans un coin discret du miroir, se trouvait une empreinte de doigt, nette, fraîche et tachée de cire jaune. Poirot se redressa. « Notre meurtrier a été ici récemment. Il s'est regardé dans ce miroir, peut-être pour vérifier ou pour se convaincre de ce qu'il faisait. » Le capitaine Lemoine murmura « Une empreinte ne ment pas. Nous pourrons la comparer. » Mais Poirot secoua la tête. « Je doute que nous trouvions son équivalent dans les fichiers. Non, ce que je cherche n'est pas une identité, mais une intention. » Il tourna les talons, le carnet dans une main, le mouchoir dans l'autre. « Capitaine, convoquez tous les membres de la maison, y compris Mademoiselle Marchand. Ce soir, j'organise une réunion. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. » Alors qu'il redescendait, une pensée obsédante traversa l'esprit de Poirot. Chaque femme nommée dans le carnet représentait une promesse trahie, une mémoire effacée, un fantôme en suspens, et si le miroir conservait le reflet de la dernière vérité, peut-être que les noms barrés n'étaient pas tous morts, mais que certains revenaient enfin réclamer justice. Dans le silence de l'escalier, seule la voix intérieure de Poirot murmurait « C'est une histoire de vengeance. » Oui, mais déguisée en tradition, enveloppée dans la cire d'une lune maudite. À la tombée de la nuit, la villa des Bas-Sex sans coquelicot fut plongée dans un calme tendu, interrompu uniquement par le crépitement du feu dont la cheminée du salon Poirot avait soigneusement disposé les fauteuils en demi-cercle, plaçant chaque convive à une distance étudiée, comme des pièces sur un échiquier Élise Duvivier, Adèle Marchand, le jardinier Gustave, la gouvernante retraitée Madame Launay et le notaire de la famille, Maître Delmas, furent invités à s'asseoir. Chacun portait sur le visage une inquiétude visible, mêlée de méfiance, à la manière de ceux qui sentent que les masques vont bientôt tomber. Poirot, debout près du manteau de la cheminée, tenait dans sa main droite le carnet en cuir, et dans la gauche, une enveloppe scellée trouvée dans la chambre secrète. « Mes amis, je vous ai réunis ce soir, non pas pour vous accuser, mais pour vous révéler ce que moi, Hercule Poirot, considère comme la vérité, car le crime, voyez-vous, ne se nourrit pas de hasard, mais de silence. » Un frémissement parcourut la salle, et les regards se croisèrent brièvement dans un ballet discret de suspicion et d'angoisse. Poirot poursuivit. « Le carnet que j'ai ici contient des noms de femmes, tous liés à Monsieur Lambert. Certains furent des amantes, d'autres des victimes d'une manipulation ancienne, toutes effacées de l'histoire familiale. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et l'une d'entre elles est encore parmi nous. » Non pas en... Le silence dans le salon était si lourd que l'on aurait pu entendre le froissement d'un mouchoir tombé au sol. Chaque convive, immobile,
retenait son souffle comme si une vérité enfouie menaçait soudain de surgir. Hercule Poirot, debout, près de la cheminée, observait leur visage, non pour déceler la peur, mais pour comprendre sa source. La vérité, il le savait, n'était pas dans les mots, mais dans les yeux qui les évitaient. Adèle Marchand fut la première à briser le silence. Sa voix tremblait, mais elle tenait à rester droite. « Monsieur Poirot, voulez-vous insinuer que je fais partie de cette liste ?» demanda-t-elle, les doigts crispés sur l'accoudoir. Elle cherchait une échappatoire, mais elle savait que la réponse serait une lame fine et précise, comme le regard de l'homme devant elle. Poirot inclina la tête avec lenteur. « Eh, mademoiselle, je ne l'insinue pas, je l'affirme. Vous êtes la fille de Madeleine Morel, internée en 1905, et le père de cet enfant que personne n'a jamais reconnu. C'était Henri Lambert. » Le murmure qui suivit fut à la fois étouffé et violent, un souffle d'indignation mêlé de stupéfaction. Même le capitaine Lemoine écarquilla les yeux. Adèle, elle, pâlit brusquement. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne parla pas. Ses mains cherchèrent un appui, comme si tout dans cette pièce, murs, meubles, souvenirs, s'écroulait sous elle. Poirot s'approcha, plus doucement cette fois. Il déposa sur la table le carnet en cuir et ouvrit une enveloppe jaunie. « Voici une lettre écrite de la main de Monsieur Lambert. Elle ne vous a jamais été remise, il y avoue tout. Sa faute, son silence et son souhait, trop tardif, de vous demander pardon. » La voix de Poirot ne contenait ni jugement ni pitié, seulement le poids d'une vérité que plus rien ne pouvait nier. Adèle prit la lettre sans un mot. Elle la serra contre elle comme on serre un souvenir d'enfance, oublié, perdu, puis retrouvé au milieu d'un incendie. Aucun mot ne sortit de sa bouche, mais une larme silencieuse coula le long de sa joue. Dans le feu de la cheminée, la cire fondait lentement, goutte après goutte. Poirot se redressa. « Mes amis, vous avez devant vous non une étrangère, mais l'héritière légitime du nom Lambert. Un nom qu'on lui a volé dès sa naissance, dissimulé dans l'ombre par la peur, la honte et l'argent. » Le notaire Delmas se tortilla sur sa chaise. Le jardinier baissa les yeux. La gouvernante détourna la tête. Seule Élise Duvivier hocha la tête, lentement, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Poirot posa enfin une main sur l'épaule d'Adèle. « Ce soir, mademoiselle, vous ne cherchez plus un nom. Ce nom vous appartient. » Et alors que la pendule sonnait minuit, la lune de cire perçait enfin les rideaux, projetant une lumière froide sur la table, sur la lettre et sur une vérité longtemps gardée sous silence. Le dîner fut servi dans une atmosphère aussi tendue qu'un fil prêt à rompre. La table, bien que magnifiquement dressée, n'arrivait pas à masquer l'ombre suspendue au-dessus de chaque convive. Les couverts tintaient à peine, les conversations se faisaient inexistantes, et chacun évitait soigneusement le regard des autres, de peur d'y lire quelque chose de trop vrai. Poirot ne mangeait presque rien. Il se tenait droit, observateur, implacable, notant chaque geste, chaque soupir, chaque silence trop long. Ses yeux passaient d'un invité à l'autre, comme s'ils déchiffraient un texte invisible inscrit sur leur visage. Pour lui, ce repas n'était qu'un prélude à la chute finale du rideau. Adèle Marchand, quant à elle,
semblait absente. Elle jouait distraitement avec sa fourchette, la main toujours posée sur la lettre que son père n'avait jamais pu lui remettre. Son regard restait fixé sur la flamme d'une bougie, comme si elle y voyait défiler les fragments d'un passé qu'on venait de lui rendre de force. Maître Delmas s'efforçait de garder contenance, engageant des remarques neutres sur la qualité du vin, sans recevoir la moindre réponse. Sa voix tremblait malgré lui, et il essuyait régulièrement son front avec sa serviette, trahissant une nervosité qu'aucune étiquette ne pouvait contenir. Le capitaine Lemoine, assis en bout de table, observait lui aussi, le regard plus analytique qu'à l'accoutumée. Il savait que Poirot n'avait pas réuni ce dîner par hasard. Il attendait le moment où la vérité, comme toujours, surgirait non pas d'un coup de théâtre, mais d'un mot trop vite prononcé. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Quelque chose ou quelqu'un venait de faire tomber un objet lourd. L'effet fut immédiat. Tous se figèrent. La tension atteignit son paroxysme. La gouvernante se leva précipitamment, mais Poirot l'arrêta d'un geste précis. « Restez ici, s'il vous plaît. Ce bruit n'est pas un hasard. Il est un appel, une diversion. Le meurtrier nous teste, » dit-il calmement. Il se leva, contourna la table et s'arrêta derrière maître Delmas, dont le visage avait soudainement pâli. « Maître Delmas, que cherchiez-vous dans la chambre scellée cet après-midi? Vous pensiez que personne ne vous avait vu? Pourtant, j'étais là, et je vous ai observé approcher du mur dissimulé, comme si vous en connaissiez le secret depuis bien longtemps. » Le silence fut à nouveau total, mais cette fois, il était chargé d'attente. Tous attendaient la suite. Poirot s'éloigna de quelques pas et déclara « Le vrai théâtre de cette soirée ne se joue pas autour de cette table, mais dans les âmes. Et certaines, ce soir, portent bien plus qu'un simple secret de famille. » Maître Delmas resta assis, les épaules légèrement affaissées, comme si les mots de Poirot lui avaient arraché une part de sa stature. Le silence le pressait de tous côtés. Tous attendaient une réponse, mais lui semblait lutter avec une vérité qu'il n'arrivait plus à cacher. Il tripota sa serviette, la plia, la redéplia, puis la posa lentement à côté de son assiette vide. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit d'abord. Finalement, il murmura « J'ai cru protéger la famille. Je ne voulais pas que le scandale éclate. » Poirot, immobile à l'autre bout de la table, inclina légèrement la tête. « Le scandale n'est pas dans les mots, maître Delmas, mais dans le silence. Ce que vous avez signé n'est pas un acte de prudence, mais une dissimulation volontaire. Vous avez caché l'existence de ce codicille. Vous avez volontairement omis la pièce scellée dans le testament original. Ce faisant, vous avez servi non la justice, mais vos propres intérêts. » Le ton était calme, mais chaque mot tombait comme un verdict. Delmas leva les yeux vers Adèle, assise en face. « Je ne voulais pas vous faire de mal, mademoiselle. Vous devez me croire. J'ai connu votre mère. Elle souffrait, et moi, je pensais qu'il valait mieux tout effacer. » Sa voix se brisa, mais dans le regard d'Adèle, il n'y avait ni pardon, ni colère, seulement une fatigue immense, une lassitude que seul un mensonge prolongé peut engendrer. Le capitaine Lemoine intervint alors, sortant son carnet de notes. « Vous comprenez, monsieur, que ce que vous avez fait relève d'un délit pénal. La falsification de testament est grave. »
surtout lorsqu'elle permet de détourner un héritage et d'étouffer une reconnaissance familiale. Il parlait d'un ton neutre, mais ferme, comme un homme qui connaissait parfaitement les conséquences de ses mots. Delmas ne protesta pas. Il sembla vieillir de plusieurs années en quelques secondes. Poirot le regarda en silence, puis sortit une copie du vrai codicille qu'il avait récupéré dans les affaires cachées de Lambert. Cette version, datée de la veille de sa mort, stipule qu'Adelmarchand est la seule bénéficiaire de ses biens, y compris de cette maison. Vous saviez cela, et pourtant, vous avez choisi d'ignorer le droit au nom du confort. Élise Duvivier, restée silencieuse jusque-là, se leva soudainement. J'ai vu maître Delmas monter à l'étage. Je l'ai vu entrer dans la pièce scellée. Il pensait que j'étais dans la cuisine, mais je l'ai vu prendre quelque chose dans la boîte de la cheminée. Je n'ai rien dit, parce que j'avais peur. Sa voix tremblait, mais elle tenait debout, les mains crispées devant elle. Poirot s'approcha doucement d'elle. « Merci, madame. Votre silence est pardonnable. Vous avez vu l'ombre se mouvoir, mais aujourd'hui, vous avez choisi la lumière. » Puis, se tournant vers tous les invités, le meurtre de Monsieur Lambert ne fut pas un geste isolé. Il était le fruit d'un enchaînement de lâcheté, de peur et de secrets. Chacun ici a vu une partie du puzzle et l'a laissé dans l'ombre. Delmas, la voix rauque, finit par dire « Ce n'est pas moi qui ai tué Henri Lambert, mais je savais que quelque chose allait se produire, et je n'ai rien fait. J'ai laissé le silence tuer à ma place. » Poirot ferma brièvement les yeux. C'est souvent ainsi que meurent les hommes, pas par le poignard, mais par l'omission de ceux qui auraient pu l'en empêcher. Dans la pièce, le feu s'était éteint. Le miroir envoyait désormais une salle plus nue, plus froide. Et dans cette clarté nouvelle, Poirot savait que la vérité était désormais trop claire pour être niée. Le temps des confessions avait commencé, et celui de la justice allait suivre méthodiquement. La journée suivante s'annonçait grise, comme si le ciel lui-même hésitait à offrir un peu de clarté à la villa des Coquelicots. Les rideaux étaient tirés, les couloirs vides, et chaque pas résonnait avec l'écho d'un passé trop longtemps contenu. Poirot s'était levé tôt. Il relisait les pages du carnet en cuir, assis dans le fauteuil du défunt, face à la cheminée désormais éteinte. Il ne cherchait plus des indices, mais le cœur battant d'une vérité effacée. Adèle entra sans bruit dans le salon. Elle s'arrêta près du seuil, tenant dans ses mains la lettre que Lambert avait écrite. Ses yeux étaient cernés, mais calmes. Elle observa Poirot un instant, puis demanda « Dites-moi, monsieur, comment fait-on pour accepter de n'avoir jamais été reconnu par celui qui nous a donné la vie ?» Poirot referma doucement le carnet, posa ses lunettes sur la table et répondit avec lenteur « On ne l'accepte pas, on apprend à ne plus en être prisonnier. » Elle s'approcha et s'assit à ses côtés. Il lui tendit le carnet sans un mot. Elle le feuilleta avec précaution, découvrant les noms des autres femmes, les lettres déchirées, les promesses jamais tenues. Chaque page était une pièce de deuil. « Il a menti à tout le monde », murmura-t-elle. Poirot répondit doucement. « Il a menti à lui-même, d'abord, et ses mensonges sont devenus sa prison. Vous, mademoiselle, en sortez aujourd'hui. » Le capitaine Lemoine entra à son tour, un dossier sous le bras.
Il confirma que les documents trouvés par Élise et les déclarations de Delmas suffisaient à rouvrir une enquête pour falsification et complicité. Il évoqua également un autre élément, le mécanisme dans le mur qui avait été manipulé récemment. Quelqu'un savait comment accéder à ce compartiment, et ce n'était pas le notaire. Poirot se leva lentement. Non, c'était quelqu'un de la maison, quelqu'un qui a grandi ici, et qui savait que la vérité finirait par éclater. Ils se dirigèrent vers le grenier, ce lieu oublié, empli de poussière et d'écho. Là, sous une vieille malle, ils trouvèrent une paire de gants, tachés de cire et de poussière, soigneusement rangés dans un sac en tissu. Poirot les montra à Lemoine. Voilà notre lien physique avec le rituel, celui qui a orchestré la scène, avec minutie, comme une mise en scène presque sacrée. Le capitaine resta silencieux, impressionné par la précision de l'analyse. En redescendant, Poirot demanda que tous les habitants de la maison soient réunis une dernière fois. Il s'exprima sans hausser le ton, mais chaque mot résonnait comme un jugement mesuré. Ce meurtre n'est pas l'œuvre d'un fou, c'est l'œuvre d'un esprit blessé, quelqu'un qui connaissait chaque recoin de cette maison et chaque cicatrice laissée par Henri Lambert. Les regards se croisèrent. Certains cachaient la peur, d'autres le doute, mais l'un d'eux contenait la résignation. C'était Gustave, le jardinier. Il leva lentement la tête, ses yeux brillants d'un éclat trouble. « Je voulais qu'elle sache, » dit-il en regardant Adèle. « Je voulais qu'elle voie ce qu'il avait fait à notre mère. Je ne voulais pas qu'il meure en paix, avec tous ses secrets. » Sa voix était grave, et pourtant apaisée, comme si le fait d'avoir parlé ôtait enfin le poids qui le courbait depuis des années. Adèle se leva, bouleversée. « Tu savais, et tu n'as rien dit? Tu as choisi pour moi. Tu as volé mes réponses ?» Gustave ne répondit pas tout de suite. Il regarda le miroir, celui que Lambert avait tant redouté. « Je n'ai pas tué un homme. J'ai tué un fantôme. » Poirot s'interposa alors doucement entre eux. « Non, monsieur, vous avez tué un corps, mais ce sont les vivants que vous avez blessés. » Et tandis que la vérité se déployait, enfin dans toute son ampleur, la villa des Coquelicots respirait un peu plus librement. Le silence n'était plus une ombre, mais une lumière fragile, prête à accueillir le pardon ou la justice. Le lendemain, un vent frais parcourait les haies du jardin de la villa des Coquelicots. Le ciel, lavé des lourdeurs de la veille, semblait prêt à assister au dernier acte d'une tragédie désormais révélée. Hercule Poirot, toujours vêtu avec une rigueur impeccable, examinait les pièces une à une, comme pour s'assurer que chaque souvenir y avait bien sa place. Il savait qu'avant de clore l'enquête, il lui fallait reconstituer la scène du crime, non pas avec les objets, mais avec les intentions. Dans le grenier, il retrouvait les traces de cire fondue, les restes du dispositif audio caché derrière la cloison et le miroir. Il passa lentement ses doigts sur le cadre ancien, y trouvant une fêlure presque invisible, témoin silencieux d'une nuit où vérité et illusion s'étaient entremêlées. « Le crime, murmura-t-il, a été conçu comme une pièce de théâtre. Chaque détail fut choisi, dosé, répété. Mais pourquoi un tel soin, sinon pour offrir à la victime un rôle qu'il ne comprenait pas ?» Poirot redescendit et demanda que l'on déplace le miroir dans le salon. Il plaça devant lui la chandelle, alluma une flamme fine
et observa comment la lumière dansait dans le verre. Voici le cœur du rituel, mes amis. Le reflet, celui que l'on fuit, celui qui condamne sans parler. C'est dans ce miroir qu'Henri Lambert se voyait chaque nuit, et c'est face à lui qu'il est mort. Tous les regards étaient rivés sur le verre, fascinés et mal à l'aise. Il disposa ensuite les objets recueillis, la boîte de cire, les gants, la lettre, le carnet. Voici les accessoires, voici les symboles. Celui qui a commis ce meurtre voulait que le monde voie en Mannheim Henri Lambert non un homme, mais un imposteur jugé par ses propres fantômes. C'était un tribunal de cire, où la lune jouait le rôle de la vérité céleste. Sa voix restait calme, mais chaque mot appuyait la culpabilité de celui qui écoutait en silence. Adèle, assise à l'écart, observait Gustave, qui n'avait pas encore parlé. Poirot le regarda aussi, les mains croisées dans le dos. « Vous avez construit cette scène avec autant de soin qu'un décorateur de théâtre. Vous avez créé la peur, l'étrangeté, l'inévitable, mais vous n'avez pas prévu l'émotion de votre sœur. » Gustave leva lentement les yeux, où l'on lisait plus de chagrin que de remords. « Je voulais qu'elle sache, je voulais qu'elle ressente la puissance de ce que notre mère a vécu. Lambert a menti. Il a menti toute sa vie. Il n'aurait jamais avoué s'il n'avait pas eu peur. J'ai fait en sorte qu'il ait peur. Je l'ai amené là, face au miroir, et je lui ai demandé de parler. Il a refusé. Alors j'ai soufflé la chandelle, et je suis parti. Il était vivant quand je suis parti. » Un frisson parcourut la salle. Le capitaine Lemoine échangea un regard inquiet avec Poirot. Ce dernier demanda « Et qui a rallumé la flamme? Qui a déplacé le corps? Déclenché l'enregistrement? Versé la cire ?» Gustave baissa la tête. « Je l'ignore. Je pensais que tout s'était éteint. Mais quelqu'un est venu, après moi. Quelqu'un qui voulait que ce soit un meurtre. » Le silence revint, mais ce n'était plus le silence du déni. C'était celui d'un puzzle presque achevé, où une pièce, encore, manquait. Poirot ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec clarté. « Alors il reste encore une vérité, une dernière, celle que ni vous, ni Adèle n'avez vue. Car si vous n'avez pas commis l'acte final, quelqu'un d'autre a décidé que Henri Lambert devait mourir. » Et dans le reflet du miroir, pendant un bref instant, chacun crut apercevoir non pas leur propre visage. Le salon était baigné d'un silence presque sacré. Tous restaient figés devant le miroir, comme si ce dernier détenait une vérité que personne n'osait prononcer. Gustave, assis à l'écart, semblait prêt à endosser seul le poids de la scène. Pourtant, dans l'ombre de la cheminée, Poirot sentait encore l'absence d'une pièce essentielle. Il marchait lentement, mains croisées derrière le dos, laissant chaque pas résonner comme une horloge qui s'approche de son heure. Il s'arrêta devant Élise Duvivier. Son visage trahissait une tension qu'il n'avait pas encore explorée. « Mademoiselle Élise, vous avez vécu dans cette maison plus longtemps que quiconque. Vous connaissiez les habitudes de Monsieur Lambert. Vous saviez qu'il montait seul au grenier chaque semaine. Dites-moi, qui faisait-il vraiment ?» La vieille domestique, d'abord surprise, détourna les yeux. Il y allait pour écrire, pour pleurer parfois. Je crois qu'il se parlait à lui-même dans le miroir. Poirot hocha lentement la tête.
Il se tourna vers Adèle. Vous pensiez que c'était Gustave, mais Gustave est un homme d'action, pas de mise en scène. Celle qui a déplacé le corps, allumé la cire et activé l'enregistrement. C'est quelqu'un de plus discret, de plus calculateur. Un murmure monta dans la pièce, et tous, les regards se tournèrent vers Élise. Elle avait pâli, ses mains tremblaient légèrement. Je n'ai pas voulu qu'il meure. Je voulais seulement qu'il ressente ce que Madeleine avait vécu. Je voulais qu'il voie son reflet, qu'il entende cette voix, ce cri qu'il n'a jamais écouté. Sa voix se brisa. Poirot s'approcha doucement. Vous aviez conservé cette boîte vocale pendant des années. Vous l'aviez enregistrée quand Madeleine pleurait, n'est-ce pas? Vous l'avez fait rejouer, vous avez posé la cire, et vous avez allumé la scène. Le capitaine Lemoine fit un pas vers elle, mais Poirot leva la main. Non, capitaine, ce qu'elle a fait, ce fut un acte de mémoire. Douloureux, oui, mais le meurtre, l'arrêt du cœur de Lambert, ce n'est ni Gustave, ni Élise. C'est ce que la culpabilité fait à un homme. C'est sa propre peur qui l'a tué. Un silence lourd s'installa. Élise s'effondra sur une chaise, secouée de sanglots. Adèle se leva, s'approcha d'elle, puis posa doucement une main sur son épaule. « Vous avez fait ce que personne n'avait eu le courage de faire. Vous avez réveillé le passé. Peut-être que c'était la seule façon de le libérer. » Les deux femmes se regardèrent, unies par la même douleur, mais de générations différentes. Poirot, debout, au centre, reprit la parole. « Mes amis, le mal ne se cache pas toujours dans l'arme. Parfois, il se cache dans l'oubli. Ce que cette maison a tenté d'effacer, ce soir, a été gravé à jamais. Non pas dans les actes, mais dans la conscience de chacun. Les flammes de la cheminée projetaient désormais des ombres douces, non plus menaçantes. » Le capitaine Lemoine rangea son carnet et avec un soupir déclara « Aucun crime punissable selon la loi, mais beaucoup de vérités qui exigeront réparation dans les cœurs. » Poirot acquiesça. « La justice ne termine pas toujours dans un tribunal, capitaine. Parfois, elle se rend dans un regard, un pardon ou un silence partagé. » Alors que la nuit retombait lentement sur la villa des Coquelicots, chacun quitta la pièce en silence. Et Poirot, seul devant le miroir, observa une dernière fois son propre reflet en murmurant « Ce n'est pas l'image qui accuse, c'est la conscience qui s'y reflète. » La villa des Coquelicots était à nouveau silencieuse, mais ce silence n'avait plus la même nature. Ce n'était plus celui du secret, du non-dit ou de la peur. C'était un silence épuisé, lavé par la vérité. La lune, toujours haute dans le ciel, projetait à travers les vitres une lueur pâle et franche, comme si elle aussi avait attendu, patiemment, que le masque tombe enfin. Adèle Marchand se tenait seule dans le jardin, emmitouflée dans un châle, les yeux levés vers la lumière nocturne. Entre ses doigts, elle tenait la lettre de son père, maintenant bien lue, relue et presque acceptée. Ses pensées étaient multiples, douleur, colère, apaisement, vide. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire de cette vérité, mais elle savait une chose. Elle ne la fuirait pas. Poirot la rejoignit sans un mot. Il se posta à ses côtés, les mains dans le dos, le regard tourné vers la même lune. « Il n'est jamais aisé de porter le poids d'un nom, mademoiselle, encore moins
lorsqu'il nous a été refusé pendant toute une vie. Mais ce que vous en ferez maintenant sera entièrement vôtre, et cela aucun homme, pas même votre père, ne peut le vous reprendre. » Elle hocha lentement la tête. « Je ne veux ni vengeance, ni fortune. Je veux tourner la page, mais sans effacer les lignes. Je veux me souvenir et avancer. » Poirot sourit discrètement. « Voilà une ambition noble, mademoiselle, car ce ne sont pas les héritages écrits qui nous façonnent, mais ceux que nous choisissons de prolonger, ou non. » Au matin, le capitaine Lemoine fit ses adieux à Poirot, reconnaissant. « Vous avez résolu bien plus qu'un meurtre, monsieur. Vous avez dissous une malédiction familiale. » Poirot répondit simplement. « Ce n'était pas une malédiction, capitaine. C'était une chaîne, forgée par la peur, la honte, l'orgueil. Il fallait simplement en retrouver chaque maillon. » Gustave, silencieux, quitta la propriété peu après, emportant avec lui un vieux carnet de jardinage et une Temasantsane photo de sa mère. Il ne demanda rien, il ne contesta rien. Il s'en alla comme il avait vécu, discret, douloureux, mais libre pour la première fois. Élise, elle, décida de rester quelques semaines de plus, le temps d'aider Adèle à ranger la maison, pièce par pièce, mémoire par mémoire. Poirot, avant de partir, s'arrêta dans le salon, une dernière fois. Le miroir y avait été recouvert d'un drap. Il hésita, puis le découvrit. Son propre reflet lui rendit son regard, calme et net. « Et vous, mon ami, dit-il à haute voix, que voyez-vous? Un homme fatigué ou un homme apaisé ?» Il sourit à sa propre question, puis remit son chapeau avec soin. Sur le pas de la porte, il se retourna vers Adèle. « Une dernière chose, mademoiselle. Si un jour vous sentez de nouveau l'ombre de ce passé vous effleurer, allumez une bougie et regardez-vous dans un miroir. Ce que vous y verrez ne sera plus la fille oubliée, mais la femme reconstruite. » Elle acquiesça, les larmes aux yeux, mais debout, et lorsque la voiture s'éloigna, enfin, ne restait dans la cour que le vent, les pierres anciennes, et cette lune de cire qui brillait, non plus comme une menace, mais comme un témoin paisible du moment où la vérité, enfin, avait été regardée en face.